Mes mains tremblent encore, de colère et probablement de cette fichue fièvre qui ne veut pas me lâcher. Alors, autant commencer par me présenter. Je m'appelle Juliette, j'ai 35 ans, et il y a encore 3 semaines, je croyais vivre un mariage à peu près normal avec Stéphane, 33 ans. 9 ans ensemble, 7 ans mariés, et Dieu merci, pas d'enfants. Avec le recul, il y a probablement eu 1 million de signaux d'alerte que j'ai ignorés, mais vous connaissez la chanson. On est dedans, et on ne voit pas la forêt, ou je ne sais quoi. Bref, nous avons toujours eu des visions différentes de l'argent. J'ai grandi en voyant mes parents se battre pour payer les factures, alors j'ai toujours fait attention. Tableau Excel pour le budget, fonds d'urgence, tout le tralala de l'adulte responsable. Stéphane, beaucoup moins. Ses parents ont toujours tout payé pour lui jusqu'à ses 26 ans. Et les vieilles habitudes ont la vie dure, je suppose. Ces dernières années ont été difficiles financièrement. Le marché immobilier est devenu fou. Notre loyer a augmenté 2 fois, et j'ai enchaîné les heures supplémentaires au travail et les petits boulots le week-end. Pendant ce temps, Stéphane continue de dépenser comme si on croulait sous l'argent. Nouveaux vêtements tous les mois, dîner chic avec ses amis, abonnement à des box pour tout et n'importe quoi. Chaque fois que j'en parlais, il levait les yeux au ciel et disait que j'étais dramatique ou que je gâchais le plaisir. Alors, nous voilà il y a 3 semaines. J'avais fait des doubles journées toute la semaine, à coups de boissons énergisantes et de barres protéinées. Je suis rentré à la maison vers minuit, complètement épuisé. Frissons, maux de tête, tout y était. J'ai pris ma température, 39. Je voulais juste prendre des médicaments et m'écrouler. Mais quand je suis monté à l'étage, il y avait de l'eau partout. Les toilettes de notre salle de bain principale débordaient, et Stéphane était juste là, à pianoter sur son téléphone. « Ça fait des heures que je t'envoie des messages », a-t-il dit, sans même lever les yeux. Ça a commencé à fuir après que j'ai tiré la chasse, et ça n'a fait qu'empirer. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas appelé un plombier en urgence, et il a l'audace de ricaner et de dire « Tu sais combien ça coûte ? On ne peut pas se le permettre en ce moment. » Ça venant de celui qui a dépensé 300 € pour une crème pour le visage la semaine dernière parce qu'une influenceuse a dit que ça changerait sa vie. Mais bon, alors me voilà, brûlante de fièvre, à genoux dans l'eau des toilettes à 2 heures du matin, essayant de comprendre ce qui ne va pas. Il s'avère qu'il y avait une sorte de bouchon, probablement à cause de ces lingettes jetables, que Stéphane insiste pour utiliser, même si je lui ai dit 1000 fois que ça allait bousiller notre plomberie. Je tâtonne avec la ventouse, puis j'ai dû démonter les toilettes pour vérifier le siphon. Tout ça pendant que Stéphane était juste là, dans l'encadrement de la porte, à me regarder et à faire ces petits bruits d'exaspération comme si je le dérangeais. J'étais tellement concentré à ne pas m'évanouir la tête la première dans les eaux usées que je n'ai même pas remarqué qu'il me filmait avec son téléphone. Je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que mon propre téléphone vibre avec une notification. Vous voyez, Stéphane et moi avons cet album photo partagé, et parfois les médias de son groupe de discussion s'y sauvegardent automatiquement. Mon écran s'est allumé et je me suis vu à genoux, transpirant à travers mon pyjama, des pièces de toilette tout autour de moi. Et puis j'ai vu la légende qu'il avait envoyée avec « Les filles, voici mon pathétique de mari. Même pas capable de se payer un plombier. Regardez comme il rampe comme un cafard désespéré. » J'ai juste figé. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée dans le dos. Il a dû voir mon visage changer parce qu'il s'est soudainement mis sur la défensive. C'était soi-disant une blague, et ses amis savent qu'elle plaisante, paraît-il. Mais j'ai vu les réactions dans la conversation en ligne, des émojis qui rigolent. Oh là là, la pauvre coincée avec Monsieur Bricole-tout. Au moins, il sert à quelque chose. Et puis, j'ai remarqué la notification de cette application de photos. Elle l'avait postée là aussi, avec la légende « Voilà le fond du trou ». Déjà 14 mentions « J'aime ». Des commentaires de ses amis qui se moquent. L'une d'elles qui disait « Ma grande, tu as épousé un homme à tout faire, pas un mari. » 7 ans de mariage réduit à être sa source de moquerie personnelle. Je n'ai pas crié, je n'ai rien dit, en fait. Je me suis juste retourné vers les toilettes et j'ai méthodiquement terminé la réparation pendant que cette rage froide montait en moi. Chaque ricanement venant d'elle, chaque vibration de son téléphone avec les nouveaux commentaires de ses amis. C'était comme une autre brique dans le mur que je construisais entre nous dans ma tête. Quand j'ai fini, j'ai tout nettoyé, je me suis lavé les mains, et j'ai pris plus de médicaments contre la fièvre. Chloé s'était éclipsée dans la chambre à coucher entre-temps. J'ai pris mon oreiller et je suis allé dans la chambre d'amis sans un mot. Allongé là, à fixer le plafond, je repassais en boucle cette année à être la cible de ses blagues. Cette année à tout réparer pendant qu'elle nous endettait. Cette année de « je suis comme ça, James » et « tu es trop sensible ». Le lendemain matin, pendant que Chloé dormait encore, j'ai vérifié notre compte bancaire sur mon téléphone.
Il y avait une transaction en attente d'un magasin de chaussures en ligne. 320 $ pour une paire de chaussures qu'elle avait commandée. Alors que j'étais en train de réparer les toilettes, elle prétendait qu'on n'avait pas les moyens d'appeler un plombier. Quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces années à être la responsable, celle qui répare tout, qui fait des heures supplémentaires pour nous maintenir à flot pendant qu'elle me traitait comme son distributeur automatique et son homme à tout faire personnel. Et maintenant, j'étais aussi son clown sur les réseaux sociaux. Je me suis levé, j'ai pris une douche, et je me suis longuement regardé dans le miroir. J'avais encore de la fièvre, je me sentais toujours comme une loque. Mais quelque chose avait changé. J'en avais fini d'être son homme à tout faire. Sa source de moquerie. J'en avais fini d'être l'adulte responsable pendant qu'elle agissait comme une adolescente gâtée. J'en avais fini de me faire manquer de respect dans ma propre maison devant ses amis sur Internet. Alors, j'ai élaboré un plan. Je ne suis pas du genre à me venger, normalement. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de conséquences. Et Chloé allait apprendre que certaines choses ne se réparent pas avec la carte de crédit de son papa ou un simple « désolé, mon chéri ». Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai tout mis en place. Et maintenant, elle m'a appelé 13 fois en me suppliant d'annuler ce que j'ai fait. Mise à jour, mon Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que mon premier post fasse autant de bruit. Merci pour tous vos commentaires de soutien. Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas folle d'être furieuse face à cette situation. En tout cas, beaucoup d'entre vous m'ont demandé la suite de ce désastre. Alors, voilà. Après l'incident des toilettes, je suis passé en mode furtif, comme on dit. À l'extérieur, la femme parfaite. Je continuais à réparer des choses, à aller au travail, à hocher la tête et à sourire aux plaintes incessantes de Chloé concernant son emploi à temps partiel stressant à la boutique. Mais dans ma tête, c'était terminé. Le lendemain matin de « Toilette-Gate », je me suis forcé à agir normalement, même si ma fièvre oscillait toujours autour de 38 degrés. J'ai préparé du café, j'ai embrassé Chloé, tout le rituel. Mais dès qu'elle est partie, j'ai commencé à creuser. La première chose que j'ai faite, c'est d'éplucher nos finances avec une attention particulière. Ce que j'ai découvert m'a donné envie de vomir, et pas à cause de la fièvre. Ces 6 derniers mois, Shirley a dépensé plus de 7 000 $ en vêtements, maquillage et autres babioles. 7 000 $. Pendant ce temps, j'apportais mon déjeuner dans un sac en papier et je repoussais mes rendez-vous chez le coiffeur pour économiser. Elle avait également puisé à 3 reprises dans nos économies destinées aux réparations de la maison pour financer ses virées de fin de semaine avec ses amis. Chaque fois, elle me racontait des histoires à dormir debout, me disant que sa part ne s'élevait qu'à quelques centaines de dollars. Mais les questions financières n'étaient même pas ce qui me blessait le plus. En fouillant dans notre stockage en nuages partagé à la recherche de relevés bancaires, je suis tombé sur un dossier intitulé « Ubiloles ». La curiosité a pris le dessus. Et là, stupeur. C'étaient des centaines de captures d'écran de textos échangées entre Shirley et ses amis depuis des années. Toutes se moquant de moi. De mes vêtements, de ma vie de travailleuse manuelle, de ma façon de parler, des photos qu'elle prenait en douce de moi en train de faire des réparations dans la maison avec des légendes du genre « Un jour de plus au paradis avec Bob le bricoleur ». Et « Quand on se marie pour la personnalité et pas pour l'argent ». Il y avait même toute une discussion textuelle de Noël dernier, lorsque j'avais passé 3 jours à lui construire cette coiffeuse sur mesure qu'elle adorait, où elle envoyait à ses amis des photos de l'avancement des travaux avec des commentaires du genre « Je l'ai bien dressé, n'est-ce pas ?» Au moins, il sert à quelque chose. Je crois que je suis restée assise devant mon écran pendant 1 heure. 7 ans. 7 ans que je me suis démené pour cette femme, que je répare tout, que je paie tout, que je la soutiens dans 3 carrières différentes qu'elle a abandonnées. Et pendant tout ce temps, je n'étais que sa blague personnelle. C'est là que le plan a commencé à se former dans ma tête. Tout d'abord, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque. J'ai commencé à y rediriger mon dépôt direct, mais seulement en partie. Juste assez pour qu'elle ne le remarque pas tout de suite, mais suffisamment pour me constituer un filet de sécurité. Ensuite, j'ai commencé à tout apprendre sur les systèmes de notre maison. J'ai passé des nuits tardives après que Shirley soit allée se coucher à regarder des tutoriels en ligne, à lire des forums, à prendre des notes détaillées sur nos installations de plomberie, d'électricité et de chauffage, ventilation et climatisation. J'ai commandé des pièces ici et là. Rien de suspect, juste des trucs qui lui sembleraient être des fournitures d'entretien normal. Puis j'ai installé un système de domotique, en disant à Shirley que cela nous ferait économiser de l'argent sur les services publics et augmenterait la valeur de notre maison. Elle a adoré ça, elle s'en est même vantée sur ses réseaux sociaux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je l'avais configuré avec des couches de mots de passe et de dispositifs de sécurité que moi seul connaissais. Considérez cela comme le centre de contrôle de ce qui allait arriver. Le vrai coup de génie, si je puis dire, c'est ce que j'ai fait ensuite. Au cours de ces 3 semaines,
j'ai apporté de petites modifications, pratiquement indétectables, à divers systèmes de la maison. Rien de dangereux, juste des ajustements particuliers qui n'auraient pas d'effet immédiat, mais qui nécessiteraient finalement des connaissances très spécifiques pour être corrigés. Par exemple, j'ai installé des limiteurs de débit spéciaux dans certaines canalisations d'eau qui réduiraient progressivement la pression de l'eau au fil du temps. J'ai reprogrammé le thermostat avec des paramètres personnalisés qui rendraient certaines zones de la maison légèrement inconfortables à des moments précis de la journée. De petites choses qui ne seraient pas évidentes tout de suite. J'ai également rassemblé des preuves, des captures d'écran de toutes ces dépenses, de ces messages se moquant de moi, de tout. J'ai tout sauvegardé à 3 endroits différents. Pas pour faire du chantage ou quoi que ce soit de louche, juste pour pouvoir garder ma résolution lorsque la crise de culpabilité inévitable commencerait. Environ 2 semaines plus tard, j'ai eu une rencontre inattendue avec Oakley, l'amie de Shirley, à l'épicerie. Cette femme qui avait commenté, au moins, mon mari gagne assez d'argent pour qu'on n'ait pas à regarder des vidéos de plomberie sur YouTube, sur la publication concernant les toilettes de Shirley. J'étais en train de prendre des trucs pour le dîner quand elle est venue vers moi, faussement amicale, me demandant comment j'allais après avoir été tellement malade en réparant les toilettes. Je l'ai juste regardée et j'ai dit « Je me sentais beaucoup mieux, merci ». Et que c'était agréable de rencontrer enfin la personne qui pensait que le fait que ma femme m'humilie publiquement était hilarant. L'expression sur son visage. Puis j'ai ajouté que j'espérais que le bon salaire de son mari couvrirait le plombier chic dont elle aurait besoin lorsque ses toilettes seraient inévitablement bouchées. J'ai juste souri et je suis parti pendant qu'elle restait là, la bouche ouverte. Petite victoire, mais bon sang, ça faisait du bien. La 3e semaine, j'ai trouvé un appartement correct de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, juste propre et fonctionnel. J'ai payé le dépôt et le 1er mois de loyer. J'ai commencé à y déménager lentement mes affaires importantes quand Shirley n'était pas là. Documents, photos de famille, choses irremplaçables de mes grands-parents. Elle n'a même jamais remarqué que des objets disparaissaient parce qu'elle était trop occupée à planifier cette grande escapade de fin de semaine avec ses amis. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Shirley a annoncé qu'elle partait en voyage entre filles, pendant 3 jours. Alors que je faisais ma valise, elle m'a refilé cette liste de choses à faire longue comme le bras pendant son absence. Le culot, mon Dieu. Repeindre la chambre d'amis, réparer une fenêtre qui couinait et réorganiser son dressing. Et puis elle a osé me dire que ce voyage était pour prendre soin d'elle, parce que vivre avec moi était devenu trop stressant ces derniers temps. J'ai juste acquiescé et lui ai souhaité de bonnes vacances, en sachant pertinemment ce qui allait se passer. La veille de son départ, je l'ai surprise à envoyer des textos à ses amis, disant qu'elle laissait le pauvre bricoleur avec sa liste de corvées. Et tout riait de ça. Elle était encore en train de taper quand je me suis penché et lui ai embrassé la joue. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle passerait un séjour incroyable. La confusion sur son visage était impayable. Elle s'attendait à ce que je sois bouleversé par ce voyage. Au lieu de ça, je l'aidais pratiquement à faire sa valise. Le matin de son départ, je me suis levé tôt et je lui ai préparé son petit déjeuner préféré. Je lui ai dit que je m'occuperais de tout sur la liste. J'ai porté ses bagages jusqu'à la voiture de son ami. Je lui ai fait signe au revoir avec un grand sourire. Dès que la voiture de son ami a tourné au coin de la rue, je suis rentré, me suis assise à la table de la cuisine et me suis enfin autorisé à ressentir tout. La colère, la blessure, l'absolue certitude que je faisais ce qu'il fallait. Je me suis accordé exactement 30 minutes pour digérer tout ça. Ensuite, je me suis mis au travail pour mettre en œuvre la phase finale de mon plan. Honnêtement, il y a eu un moment vers midi où j'ai failli faire marche arrière. J'ai commencé à penser que j'étais peut-être excessive. Peut-être que je devrais simplement avoir une conversation sérieuse avec elle à son retour. Mais alors mon téléphone a sonné avec une notification. Shirley avait posté un selfie en voiture avec ses amis, avec la légende « Week-end Liberté ». J'ai laissé la chaîne au pied avec une liste de choses à faire plus longue que sa capacité d'attention. Et juste comme ça, tout doute a disparu. À 15 heures, tout était prêt. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ce qui avait été ma maison pendant 7 ans, j'ai envoyé quelques commandes au système domotique depuis mon téléphone, et je suis sorti avec mon dernier sac d'affaires. Le compte à rebours de son petit monde parfait avait commencé, et elle n'avait absolument aucune idée de ce qui allait arriver. Mise à jour finale. Tout d'abord, mon Dieu, tous ces commentaires et messages. J'essaie de répondre au plus grand nombre possible, mais il y en a littéralement des milliers maintenant. Je ne savais pas que mon mariage désastreux serait si divertissant pour tant d'inconnus sur Internet. Lol. Quoi qu'il en soit, voici la fin que vous attendiez tous. Après avoir quitté la maison ce jour-là, je me suis effondré dans mon nouvel appartement. Rien d'extraordinaire, juste un 2 pièces avec des murs beiges et une moquette qui avait connu des jours meilleurs, mais c'était le mien. Pas de liste de choses à faire,
Pas de marche sur des œufs. J'ai pris des plats à emporter, j'ai installé ma console de jeu et j'ai joué pendant des heures comme si j'avais 17 ans à nouveau. C'était bizarre, mais bien, vous voyez? Comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que je pouvais enfin expirer. J'avais laissé une enveloppe scellée sur le plan de travail de la cuisine pour Shirley. À l'intérieur, il y avait une lettre expliquant exactement pourquoi je partais, des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux se moquant de moi, des captures d'écran de ses textos avec ses amis, et des relevés détaillés de ses habitudes de dépenses par rapport à nos revenus. Pas d'accusations dramatiques ni d'insultes, juste des faits froids et durs. Cette première nuit seule était étrange. Je n'arrêtais pas de chercher mon téléphone pour vérifier si elle avait envoyé un texto à propos de quelque chose qui avait besoin d'être réparé. Les vieilles habitudes ont la vie dure, je suppose. Mais je me suis forcé à me concentrer sur l'aménagement de mon nouveau chez-moi. J'ai accroché mes vêtements, rangé les quelques objets personnels que j'avais apportés, fait une liste de courses, des choses normales. Le premier jour du voyage de Shirley s'est déroulé sans aucun contact. Je savais qu'elle ne découvrirait rien avant son retour. Alors, j'ai profité de ce temps pour m'installer et finaliser tout. J'ai transféré les contrats d'eau, d'électricité et de gaz de notre maison à son nom. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes du foyer. J'ai lancé la première phase de mes modifications domotiques à distance via l'application. Le deuxième jour, en fin d'après-midi, mon téléphone a explosé. Premier texto de Jean-Pierre, c'est très drôle de couper l'eau chaude. Remets-la maintenant. Je n'ai pas répondu. Le truc, c'est que je n'avais pas astérisque coupé astérisque l'eau. J'avais simplement ajusté les limiteurs de débit pour qu'ils commencent leur lente diminution de pression. Mais bien sûr, il a supposé que c'était un simple interrupteur qu'il pouvait me hurler de réparer. 20 minutes plus tard, Julie, ce n'est plus drôle. La douche à l'étage n'a plus de pression et le lavabo de la salle de bain fait des bruits bizarres. 30 minutes après cela, j'ai essayé tous les robinets et rien ne fonctionne correctement. Est-ce que tu as touché à quelque chose avant que je parte? 1 heure plus tard, le premier appel téléphonique est arrivé. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Son message était étonnamment calme, me demandant si je pouvais lui expliquer l'entretien que j'avais fait, car il y a quelque chose qui cloche avec l'eau. En soirée, les textos avaient pris une tournure plus agressive. Il avait découvert mon mot et les preuves. Son ton a complètement changé. Tu ne peux pas simplement partir pour une blague stupide. Réponds à ton téléphone. C'est infantile, Julie. Alors, j'ai partagé une vidéo amusante avec mes amis. Passe à autre chose. Où es-tu? Toutes tes affaires ont disparu. C'est une blague, hein? Puis le deuxième appel est arrivé, puis le troisième. Chaque message vocal était plus désespéré que le précédent. Au quatrième appel, il avait découvert que ses comptes d'achat en ligne ne fonctionnaient plus parce que j'avais retiré mes cartes de tous ses comptes. Le cinquième appel est arrivé à 23 heures. J'étais à moitié endormi lorsque mon téléphone s'est illuminé. Sa voix dans le message vocal était tremblante, moins assurée. Julie, s'il te plaît, reviens à la maison. La maison fait des bruits bizarres, et je ne sais pas ce qui se passe. Le chauffage s'allume et s'éteint sans arrêt, et il y a un cliquetis dans les murs. C'était juste les thermostats intelligents que j'avais programmés avec des cycles irréguliers. Complètement inoffensif, juste déstabilisant si on ne sait pas ce qui le provoque. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là. Le troisième jour a commencé avec l'appel numéro 6 à 6 heures du matin. Jean-Pierre avait l'air d'avoir pleuré. Les toilettes sont bouchées et je ne sais pas comment réparer ça. S'il te plaît, rappelle-moi. À midi, ses amis s'en sont mêlés. J'ai reçu un texto de son ami Olivier, qui était essentiellement un paragraphe d'insultes et de menaces, me traitant de femme pathétique pour avoir abandonné Jean-Pierre pour une blague inoffensive. J'ai renvoyé une seule capture d'écran, celle où Olivier avait suggéré à Jean-Pierre de me quitter pour quelqu'un avec de vraies perspectives de carrière. Il n'a plus envoyé de texto après ça. Les appels 7 et 8 sont arrivés rapidement vers l'heure du dîner. La maison se refroidissait parce que le thermostat intelligent baissait progressivement la température d'un demi-degré toutes les quelques heures. Rien de dangereux, juste inconfortable. La pression de l'eau continuait sa baisse programmée. Et apparemment, le broyeur à déchets avait commencé à faire un bruit de grincement sinistre. Tout à fait normal quand on connaît le bon calendrier d'entretien que j'avais toujours géré. Cette nuit-là, Jean-Pierre a posté sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis son retour à la maison. Parfois, on n'apprécie pas ce qu'on attend qu'on ne l'a pas perdu. Je pense à beaucoup de choses ce soir. Pas d'émoji rire cette fois-ci. Le quatrième jour, la réalité l'a vraiment frappé. Ce matin-là, il a essayé de commander le petit déjeuner en livraison seulement pour découvrir que notre compte commun avait été vidé, sauf pour couvrir les factures essentielles.
Tous mes virements directs allaient maintenant sur mon nouveau compte. Il avait toujours compté sur mes revenus pour tout ce qui dépassait ses dépenses de base. Les appels 9 et 10 étaient de la panique pure et simple. « James, je n'arrive plus à accéder à aucun de nos comptes. J'ai essayé de payer les courses et ma carte a été refusée. Ce n'est plus drôle. L'agent immobilier d'Accent Grave côté m'a dit que ce que tu as fait à la maison risque de faire baisser la valeur de notre bien. S'il te plaît, viens réparer tout ça. » Vers midi, j'ai finalement décroché son 11e appel. Je me suis dit qu'il était temps de lui parler réellement. Sa voix était à peine reconnaissable, un mélange de colère, de peur et de confusion. Elle oscillait sans cesse entre accusation et supplication. Elle m'a dit que j'étais cruel. Elle m'a demandé pourquoi j'avais saboté notre maison. Elle voulait savoir où je logeais. Je lui ai simplement expliqué calmement que je n'avais rien saboté. J'avais juste arrêté de m'occuper de choses qui avaient toujours été ma responsabilité. Tout fonctionnait exactement comme si elle avait épousé quelqu'un qui ne savait pas réparer les choses. Quelqu'un qui devrait faire appel à des professionnels pour le moindre problème. Quelqu'un qui n'était pas une pathétique excuse de mari qui rampe comme un cafard désespéré. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, d'une petite voix, elle m'a demandé ce qu'il faudrait pour que je rentre. Je lui ai dit 3 choses. Des excuses publiques sur les mêmes réseaux sociaux où elle m'avait humilié. Une transparence financière totale à l'avenir. Et une thérapie de couple. Puis j'ai raccroché. Le 12e appel est arrivé ce soir-là. Elle a accepté mes conditions, la voix brisée, et m'a demandé quand je pouvais rentrer. Je lui ai dit que je ne rentrais pas. Ce n'était plus ma maison. Mais viendrait réparer les problèmes de la maison après qu'elle ait publié ses excuses publiques. Le lendemain matin, j'ai vérifié les réseaux sociaux. Et c'était là. Un post étonnamment honnête sur la façon dont elle m'avait tenu pour acquis, s'était moqué de moi publiquement et avait gaspillé nos finances. Elle disait qu'elle avait honte de son comportement et que je méritais mieux. Pas d'excuses, pas de dérobade. Je parcourais les commentaires surpris de ses amis quand le 13e appel est arrivé. Shirley sanglotait, disant qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point elle dépendait de moi jusqu'à ce que tout cesse de fonctionner. Elle disait que ses amies étaient toutes contrariées parce que leur mari se demandait pourquoi ne pouvait pas réparer les choses comme moi. Elle disait qu'elle ne s'était jamais sentie aussi seule ou impuissante. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu de la peine. Presque. Puis elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais fait le bon choix. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais bien quand tu t'occupais de tout. Personne d'autre ne me supporterait comme tu le faisais. Pas je t'aime. Pas tu me manques. Pas je suis désolé de t'avoir fait du mal. Juste la reconnaissance que j'avais été utile et tolérant. Je suis allé à la maison cet après-midi-là, j'ai réparé les principaux problèmes pendant qu'elle me regardait en silence depuis la porte. J'ai expliqué ce que j'avais fait aux différents systèmes et comment les entretenir correctement. J'ai laissé des instructions détaillées et les coordonnées des services de réparation locaux. Tout le temps, elle n'arrêtait pas d'essayer de toucher mon bras, mon épaule, de petites tentatives de rapprochement qui tombaient à plat. Quand j'ai eu fini, elle m'a demandé si c'était vraiment ça, si cet an ne signifiait rien pour moi. Je lui ai dit que ça avait tout signifié pour moi. C'était ça, le problème. Moi, j'avais tout donné, alors que elle n'avait rien donné d'autre que des moqueries en retour. Nous avons convenu de vendre la maison et de partager les biens. Elle est chez ses parents en attendant. Ses réseaux sociaux sont restés silencieux depuis. Voilà, 2 mois se sont écoulés. Je suis bien installé dans mon appartement. J'ai commencé à faire de la randonnée le week-end, j'ai rejoint un groupe de jeux local. J'ai même eu un rendez-vous, un peu bizarre, qui n'a mené à rien, mais c'était un début. Hier, j'ai recroisé Oakley au supermarché. Elle a complètement évité mon regard. Elle a ramassé ses affaires et a quasiment sprinté vers une autre caisse. Je suppose que les captures d'écran, ça marque les esprits pour toujours. Parfois, je me demande si je ne suis pas allé trop loin. Peut-être que j'aurais dû simplement en parler avec Shirley, essayer de régler ça calmement. Mais alors, je me rappelle de sa façon de rire quand je réparais les toilettes avec presque 39 de fièvre. Je me souviens surtout de ces 7 années passées à être la cible de ses moqueries. C'était plus qu'elle ne le pense, plus que je ne voulais l'admettre. Et maintenant, c'est moi qui dois vivre avec cette culpabilité.